Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour revenir sur les quarts finales de ce tournoi de Roland-Garros et surtout pour qu'on se projette sur les deux demi-finales qui arrivent, qui sont vraiment alléchantes sur le papier. Donc voilà, donc je vais vous donner mon point de vue sur tout ça. Donc on va commencer par le quart de finale entre Rafa et Carreno Busta. C'était un match qui déjà sur le papier s'annonçait très compliqué pour Carreno Busta, vu son parcours, vu son match marathon contre Raonic et vu le niveau de Rafa. Donc c'est un match très compliqué sur le papier et qui s'est avéré encore plus compliqué puisque vous l'avez sans doute vu, Carreno a abandonné à 6-2-2-0 après s'être blessé aux abdominaux. Il semblerait que ça soit une déchirure abdominale pour Carreno Busta. Sincèrement, sans manquer de respect à Carreno ou quoi que ce soit, euh, Carreno Busta c'est un peu le même genre de joueur que Bautista Agut. C'est un peu le même style, c'est des joueurs qui font tout à peu près correctement, mais rien d'exceptionnel, pas de gros services, pas de grosses frappes de balle, ni en coup droit, ni en revers. Alors ils font tout très bien. Pour moi, Carino Busta, c'est un peu le Gilles Simon espagnol. Mais honnêtement, sincèrement, il y avait très très peu de chances qu'il inquiète Nadal. Au final, ça s'est mal passé pour lui avec cet abandon. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Je pense que même à 100%, évidemment, il aurait fait des jeux, il n'aurait pas pris non plus 6-0, 6-0, 6-0. Mais même à 100%, clairement, il n'aurait pas inquiété Nadal. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Surtout vu le niveau de Nadal à l'heure actuelle, où Rafa est clairement à son meilleur niveau ou tout proche. Donc franchement, rien de spécial, rien d'extraordinaire sur ce match. Il y a un petit débat sur est-ce que c'est bien pour Rafa ou pas bien sûr pour Rafa d'avoir aussi peu joué avant les demi-finales. Moi j'ai un avis très tranché là-dessus, dans le sens où je pense que c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour Rafa. Et que si Rafa vient à perdre contre Thiem, parce que c'est possible, clairement vu le niveau de Dominic Thiem, ça sera pas parce qu'il a pas assez joué, ça sera juste parce que sera meilleur que lui vendredi sur le court. De dire que pour Rafa, il fallait absolument un match test, sincèrement, c'est pas vrai. Rafa a déjà gagné des grands chelems en arrivant en quart, en demi ou en finale sans avoir eu aucun gros test. Je me rappelle déjà sur terre battue, évidemment, Roland Garros 2008, il le gagne sans perdre un set. Roland Garros 2010, il le gagne sans perdre un set. Il n'y a aucun gros match jusqu'en quart, voire demi-finale sur les deux tournois. Je me rappelle de l'US Open 2010, où Rafa arrive en quart de finale. Il s'était pas fait breaker une seule fois. En quart de finale, il avait eu un match un peu plus compliqué contre Feliciano Lopez. Mais au final, il n'avait pas été testé. Il avait remporté le tournoi en perdant un seul set, je crois. Un set en finale contre Novak et c'est tout. Donc franchement, Rafa a clairement l'expérience pour savoir que c'est pas comme si on était sur le premier tournoi sur terre battue. C'est-à-dire que là, on est sur le dernier tournoi de terre battue de la saison européenne. Je veux dire, il y a des tournois avant. Il y a eu Monte-Carlo, il y a eu Barcelone, il y a eu Madrid, il y a eu Rome. Donc Rafa, il sait clairement où il en est. Et je pense qu'au contraire de ne pas avoir eu de dépenses physiques, c'est clairement une très très bonne nouvelle. Il arrive en demi-finale. Il est frais, je pense que c'est clairement, il n'a jamais été aussi frais de toute sa vie pour une demi-finale de Grand Chelem. Même les années que je vous ai citées, je pense il avait passé plus de temps sur le court. C'est même une certitude absolue parce qu'avec l'abandon de Carreno Busta, aujourd'hui il a eu un match de 50 minutes. Euh, et encore, à la fin de match, Carreno n'arrivait même plus à servir. Donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et si Rafa vient à perdre, ça sera. En tout cas, c'est vraiment pas un motif d'inquiétude. Quand vous avez 31 ans, vous avez joué autant de grands chelems que Rafa, vous avez à peu près affronté toutes les situations possibles dans votre vie. Euh, Sincèrement, regardez, il a même fait une finale de Wimbledon qui a été interrompue peut-être 3 ou 4 fois par la pluie en 2008, où il mène 2-7-0, il se retrouve à 2-7 partout, en ayant raté des balles de match dans le tie-break du quatrième, et ça ne l'a pas empêché d'aller gagner le titre. Donc à cet âge-là, à ce moment-là de sa carrière, clairement, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce qu'à 31 ans, il vaut mieux arriver en ayant moins joué qu'en ayant trop joué, clairement. Donc pour moi, c'est vraiment un avantage pour Rafa et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça va lui permettre de faire une très grosse séance d'entraînement demain, d'arriver très frais et de savoir que bah, s'il faut partir au combat pendant 3, 4 ou 5 heures, et bah, il sera prêt et qu'au moins il aura ce qu'il faut dans le réservoir pour aller chercher justement cette bataille. Parce qu'en face, il y aura
Dominic Thiem. Donc Dominic Thiem qui a réalisé une surprise, parce que ça reste pour moi une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Thiem batte Djokovic, parce que j'avais trouvé Djokovic très bon contre Albert Ramos. Mais ça me confirme aussi que si Albert Ramos avait pas explosé en vol, il y aurait eu match. Depuis le début de la saison, tous les joueurs qui arrivent à maintenir un niveau de jeu constant et qui sont à la bagarre du début à la fin, tous les joueurs ont soit battu Djokovic ou alors sont passés très proches de la victoire. Je m'étais fait un peu rembarrer sur Twitter après le match de Dominic Thiem et Djokovic à Rome, où il y avait eu, rappelez-vous, 6-1, 6-0 pour Djokovic. Où j'avais dit, à ce moment-là, un journaliste de beIN Sport, Lionel Buton en l'occurrence, sur Twitter, je lui avais dit que pour moi, cette victoire, fallait pas du tout s'enflammer pour Djoko parce qu'il avait affronté un joueur qui était en face de lui complètement rincé physiquement. On m'a dit à ce moment-là, clairement, que ça expliquait pas la défaite de Djokovic et que Djokovic était en train de retrouver son meilleur niveau. Ok, j'ai répondu, on verra bien. Ce qui s'est passé, le lendemain, Djoko il joue un très bon joueur, Alexander Zverev, qui fait un très bon match, qui se bat du début à la fin et qui lui met 2-7 extrêmement sévères. Je crois que ça fait 6-3, 6-4 ou 6-4, 6-3. On arrive à Roland-Garros. Je vous parle pas, je vous épargne tous les autres péripéties, la fessée contre Nadal à Madrid, la défaite contre Goffin alors que Djoko avait le match en main, etc., etc. Listomine, Kyrgios et compagnie. Euh, on arrive à Roland-Garros. Djoko tombe sur des deux premiers, il fait deux premiers matchs que je dis avoir trouvé très moyen. On me dit oui, mais il a gagné en 3-7, il est en train de monter en puissance. Derrière, il joue Schwartzmann, qui avait à peu près 3-7 dans les jambes. Pas plus parce qu'il avait joué en 5-7 en début du tournoi, un 9-7 au cinquième contre Donald Young, peut-être, je sais plus. Bref, il y a ce match-là. Djoko s'impose en 5-7 en finissant très fort, mais en profitant surtout de la baisse de régime de Schwartzmann. Derrière, il joue Ramos. Ramos qui avait joué 5-7 contre Pouille 48 heures plus tôt. Et là, pareil, on a un premier set extrêmement accroché, où derrière, l'adversaire de Djoko s'effondre complètement. Là, on a eu encore un adversaire qui a eu un très haut niveau, Team parce qu'il a fait un très bon match, et qui a gardé son même niveau, et Djoko, il a explosé. Donc aujourd'hui, clairement, euh, Djoko, il est incapable de maintenir un niveau de jeu élevé pendant 3 heures. Ça, c'est un fait. Sur cette première partie de saison, c'est un fait que Djoko a été incapable de bien jouer pendant 3 heures consécutives. Donc après, ça n'enlève pas tout de la défaite, du mérite de la victoire à Team. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que beaucoup d'entre vous sont inquiets parce que Team a mis une fessée à Djokovic. Il faut relativiser, il faut regarder quel Djokovic il a eu en face. Il a eu un Djokovic bagarreur pendant 1h16, la durée du premier set, et il a eu un Djoko qui a totalement baissé les bras à partir du milieu du deuxième set. Donc est-ce qu'il faut être vraiment inquiet pour Nadal? Pas forcément. Moi, ce que je me dis, c'est que ça va être un match très très difficile pour Rafa, parce que Tim est un très grand joueur et je pense que c'est un futur vainqueur de Grand Chelem, numéro mondial peut-être. Ça va se jouer entre peu de joueurs, entre lui, Zverev, Kyrgios. Voilà. Après, est-ce que, comme je l'ai lu sur certains commentaires, est-ce que de là à mettre Team favori, il faut relativiser sincèrement. Si on s'amuse au petit jeu des comparaisons, Rafa il a joué Djoko à Madrid, il lui a mis 2 et 4. Donc au final, le niveau de jeu, en termes de score, on est assez proche de E4, 6, 3 et 0. On se retrouve dans les mêmes moyennes de jeux par set. On a une moyenne de 3 jeux par set. Donc voilà. Après, à quel match on va s'attendre? Franchement, c'est un match, on sait exactement ce qui va se passer. Il va y avoir un énorme combat du fond du court. Il va y avoir une énorme diagonale. Coup droit de Rafa, revers de Dominic Thiem. Et tout va dépendre de cette diagonale. Le gros point positif pour Rafa, c'est qu'il a vraiment retrouvé son coup droit. Je pense que dans tous les stats, on le voit, il frappe énormément de coups droits gagnants, beaucoup plus que sur les débuts de saison. Et il arrive à mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de régularité de ce côté-là. Le match, il va se jouer là-dessus. Celui qui va remporter cette diagonale-là, il va remporter le match. Et après, ça va jouer sur la qualité de relance. Rafa sert beaucoup mieux euh, depuis quelques semaines que ce qui servait en début de saison. Ça va être vraiment un élément clé de la demi entre Rafa
et Tim. Ça va être la qualité de retour et cette diagonale. Celui qui va gagner ces deux combats-là, clairement, il gagnera le match. Et après, il va y avoir le combat physique. Parce que clairement, ça sera une bataille physique. Si on regarde les trois derniers matchs qu'ils ont joués, les deux premiers, les deux joueurs étaient à peu près au même, étaient bien physiquement. Et les deux ont tourné à l'avantage de Rafa et on a eu à peu près le même scénario. Un premier set extrêmement accroché et un deuxième set où Rafa a pris le dessus un peu plus facilement, en plus à Barcelone qu'à Madrid d'ailleurs. Et le troisième match qui les a affrontés, les deux joueurs étaient clairement fatigués et sur ce match-là, Tim a réussi à faire craquer Nadal. On va avoir énorme, c'est sûr que ça va être un énorme combat. J'ai du mal à imaginer euh, un match en 3 sets quel que soit le vainqueur. À moins qu'il y en ait un premier set exceptionnel et que Team réussit, que Rafa réussisse à vraiment faire exploser Team, sincèrement, ça peut arriver, mais je tablerai plus sur un match en 4 voire 5-7, quel que soit le vainqueur. Voilà, on va avoir un énorme combat physique, comme je vous le disais. Euh, pour Rafa, il va falloir aussi trouver son coup droit long de ligne pour aller attaquer Team côté coup droit. Djokovic, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Parce que son revers long de ligne, parce que le revers de Djokovic, le revers long de ligne qui est un de ses points forts, a pas du tout fonctionné aujourd'hui. Euh, et ça lui a coûté très cher. Donc voilà, après, est-ce que je suis plus inquiet que ça? Pas spécialement, parce que là, on est en demi-finale de Grand Chelem. Quoi qu'il arrive, pour gagner un Grand Chelem, vous vous attendez pas à jouer le 150e mondial en demi-finale et le 490e en finale. Évidemment qu'il va y avoir qu'on a deux matchs en perspective qui s'annoncent extrêmement difficiles. Voilà, après, c'est un Grand Chelem, donc puis même en termes d'émotion, moi j'ai envie de voir des gros matchs. J'ai envie de voir un 4 ou un 5-7, j'ai envie de voir des gros combats. Donc voilà, moi franchement, je suis plutôt optimiste pour Rafa. Euh, Tout est là. Dans ce tournoi, tout tourne pour lui, clairement. Euh, que ce soit le tableau, que ce soit les. J'ai l'impression que vraiment, cette année, contrairement à l'année dernière où c'était l'inverse, tout était allé contre lui avec cette blessure alors qu'il était en train de retrouver son meilleur niveau. Cette année, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On craignait tous de voir Djokovic revenir à son meilleur niveau pile au moment de ce tournoi-là. C'est pas arrivé. Euh, en toute honnêteté, euh, je pense que c'est quand même mieux pour Rafa de jouer Dominic Thiem, même s'il est très très fort, qu'un Djokovic à son meilleur niveau. Djokovic à son meilleur niveau, il a absolument toutes les clés tactiques dans la raquette pour gagner contre Nadal. Clairement, faut être honnête. Euh, Thiem, il n'a pas toutes les clés. Il a des qualités autres que celles de Djokovic, mais il n'a pas toutes les clés parce que cette diagonale coup droit Nadal, revers Thiem, je pense elle dépend vraiment plus de la qualité du coup droit de Nadal. Si les deux sont à leur meilleur niveau, si les deux sont à leur meilleur niveau dans tous les compartiments du jeu, normalement ça doit être Nadal qui doit passer. Alors que si ça avait été Djokovic, les deux à leur meilleur niveau, je pense que Djokovic est tout simplement un joueur plus complet que Nadal, un meilleur joueur que Nadal. Alors que Tim, c'est pas le cas. Donc pour moi, Rafa, il a malgré tout un avantage sur ce match-là. Et si je dois faire un pronostic, je dirais Rafa en 4-7. Donc voilà pour cette première demi-finale. Je vais revenir plus rapidement sur la deuxième demi-finale qui affrontera Wawrinka à Murray. Euh, j'ai pas envie de m'épiloguer sur les deux cartes finales parce que j'ai pas vu assez d'images. J'ai vu d'autres images des tours précédents, mais là sur ces deux matchs-là, j'ai pas vu beaucoup de choses. Mais sur ce que j'ai vu, le favori c'est clairement Wawrinka. Il joue vraiment très très bien. Il joue vraiment très très bien et je pense qu'il est plus fort que Murray. Donc moi je vois clairement une victoire de Wawrinka. Après, j'ai pas envie de me projeter déjà sur la finale. Est-ce que c'est mieux pour Rafa de jouer Wawrinka ou Murray? Franchement, si Rafa il est en finale, déjà ça sera vraiment magnifique. Ça voudra dire qu'il aura son match pour sa décima, un match aussi pour relancer complètement. Si jamais Rafa vient à se qualifier pour la finale, il aura un match pour un 15e tournoi du Grand Chelem, un 10e Roland Garros et un match pour complètement se relancer dans la course à la place de numéro 1 mondial, vu le peu de points qu'il défend sur la deuxième partie de saison et vu l'état de forme des autres. Donc voilà, donc on a deux demi-finales sur le papier qui sont quand même géniales. Nadal Team, Wawrinka Murray. On a le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue. On a un des plus grands espoirs du tennis.
parce que Thiem et Zverev sont clairement pour moi les deux potentiels futurs numéro 1 mondiaux, pardon. Et on a deux excellents joueurs de l'autre côté, avec à mon avis un Wawrinka qui est supérieur à Murray à l'heure actuelle. Le numéro 1 mondial contre le numéro... Je sais plus combien il est d'ailleurs, Wawrinka, il doit être numéro 5 un truc comme ça. Sincèrement, je sais même plus. Je sais plus à quelle place il se trouve. Bref, peu importe. Donc on a malgré tout deux super demi-finales à suivre vendredi. Voilà, évidemment, je serai devant ma télé pour regarder ça. Et je vous ferai un débrief, quoi qu'il arrive, victoire ou défaite du match. Je ferai un débrief en vidéo parce que vendredi, j'aurai le temps, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde un point tactique particulier en vidéo, vous pouvez me le demander. Je pense que je pourrais le faire demain dans la soirée. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite sur le blog et bonne soirée à tout le monde, bonne journée.